Émilie Nicolas, Dimitri Soudas, Sébastien Bovet, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Je souligne, c'était votre première aussi, Sébastien, au Mordu. Là, on vous a amené Dimitri, comme ça, vous n'êtes pas dépaysé. Ça continue. On décolle partout, sur toutes les plateformes. Alors, coût de la vie, c'est le sujet, c'est une évidence numéro un, la préoccupation des gens. Comment la classe politique peut arriver à donner des réponses. Là, on voit que ça commence, avant même que la session parlementaire ne commence à Québec, Sébastien, entre M. Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, ça s'est picossé sur Facebook en fin de semaine. Je vous donne deux extraits. M. Legault, qui réagissait aux propos de la semaine dernière aussi, quand M. Nadeau-Dubois a dit, lui, il ne va pas au Dollarama, etc. Ils viennent de découvrir, les deux chefs d'opposition, que beaucoup de Québécois avaient besoin qu'on leur laisse plus d'argent et qu'on les aide. Pendant que je travaille depuis 5 ans à aider le monde concrètement, le chef du PQ a déchiré sa chemise contre les baisses d'impôts. M. Nadeau-Dubois, lui, voulait piger dans nos poches avec ses taxes oranges. Faut avoir du front. Je ne sais pas, il y a 3 petits points. Est-ce qu'il l'a écrit tout le tour de la tête ou pas? Il ne l'a pas écrit. Bon, il l'a pensé. Oui. Et M. Nadeau-Dubois, qui réplique, donc, François Legault n'a pas aimé que QS mette le doigt sur le bobo. La vie coûte plus cher au Québec, tout coûte plus cher, les loyers, hypothèques, épiceries, fournitures scolaires. Vous m'en avez parlé tout l'été, le bouclier anti-inflation de la CAQ. C'est un bouclier à usage unique qui reprend sa formule. Le chèque qui avait été envoyé est dépensé depuis longtemps. La pression continue. Alors, Sébastien, c'est à qui va être au diapason de l'électeur qui en arrache, là? Voilà, et c'est la bataille politique qui est engagée entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault, en tout cas qui met en scène ces deux acteurs-là au cours de la fin de semaine, mais tous les partis politiques y participent. Le problème du gouvernement, c'est qu'il est au gouvernement et qu'on le tient responsable de l'action ou de l'inaction. Et c'est pas pour rien en fin de semaine que François Legault est revenu sur les mesures que son gouvernement a adoptées. Baisse d'impôts, les chèques de 4, 5 ou 600 $ selon l'occasion, la limite de l'augmentation des tarifs à 3 et pour dire qu'il avait aidé la classe moyenne. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va de nouveau être aidé? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous aider? Parce qu'on étouffe, on a de la difficulté à mettre de l'essence dans notre auto, à faire l'épicerie, à payer le loyer. Qu'est-ce qui s'en vient? Et c'est là que les partis d'opposition ont beau jeu en attaquant le gouvernement sur l'avenir plutôt que le passé, comme l'a relaté François Legault en fin de semaine. Et c'est une très bonne question. Qu'est-ce que les gouvernements, celui du Québec notamment, peut faire très concrètement? M. Poilievre va en parler dans un instant. C'est son cheval de bataille aussi. Émilie, ça sera à qui va réinventer le bouton à 4 roues? Qui va arriver avec quelque chose qui va saisir l'opinion publique, là? Ah. Émilie, vous parlez, mais je ne vous entends pas. Non, on ne vous entend pas. On va régler ça. Dimitri, à vous la parole. C'est la course pour trouver une idée brillante, là, pour soulager le monde. Oui, Patrice, et les enjeux sont 3. C'est les taux d'intérêt, c'est l'inflation, donc le coût de la vie, et bien sûr la crise du logement. 2 sur 3, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont très élevés et l'inflation, le coût de la vie, c'est de compétences primairement fédérales. Mais même sur le 3e, la crise du logement, on voit le premier ministre fédéral qui essaye de prendre la responsabilité de régler ce problème, le problème de la crise du logement. La bonne nouvelle pour François Legault, c'est que pour lui, les élections, c'est dans 3 ans et demi. Tandis qu'au niveau fédéral, les élections s'en viennent potentiellement dans les prochains 12 mois. Donc, tous les enjeux, la frustration, les gens qui souffrent, les gens qui sont en colère, on va probablement voir ces enjeux être débattus et bien sûr, les conservateurs qui vont blâmer tout, même la pluie sur Justin Trudeau, vont faire de cette question un enjeu électoral. Là, la joute politique entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois et jusqu'à un certain point, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est dans le microcosme de l'élection partielle qui s'en vient dans Jean Talon
le 2 octobre. Donc, la joute politique est commencée. Est-ce que, Sébastien, on n'a pas le son, on me dit encore d'Émilie. Alors, Émilie, si vous m'entendez, on va revenir à vous dès qu'on a le son. C'est dommage, on s'excuse. Sébastien, est-ce que d'ici octobre, là, l'élection de Jean Talon, M. Legault ne pourrait pas sortir soit un autre chèque ou une autre idée concrète, là? Bien, en tout cas, s'il sort un chèque, il va à l'encontre de ce que son ministre des Finances, Éric Girard, nous a dit pas plus tard que mercredi dernier. Donc, Éric Girard a éliminé la possibilité du chèque. On ne regrette pas d'avoir donné des chèques dans les mois derniers, dans les mois passés, même si ça peut avoir mis une pression à la hausse sur l'inflation. C'est ça, les gens avaient de l'argent, ils le dépensaient, peut-être pas nécessairement pour l'épicerie, mais pour d'autres produits. Bon, ça, on ne regrette pas, on dit que c'était la bonne mesure au bon moment. Il faudra peut-être qu'il le défende à un moment donné, Éric Girard. Mais quand on pose la question, quelles sont les autres mesures possibles? Bien là, on nous dit simplement qu'on réfléchit à des choses. Peut-être qu'on va arriver avec quelque chose de nouveau, mais les leviers du gouvernement sont relativement limités. C'est-à-dire que les prix des aliments en épicerie, c'est pas le gouvernement qui contrôle ça. Le prix de l'essence à la pompe, oui, il y a des taxes gouvernementales, mais c'est quand même limité comme levier pour le gouvernement. Le taux d'inflation, Dimitri le disait, c'est la Banque du Canada, c'est pas le gouvernement. Donc, le taux d'intérêt, pardon. C'est ça, il manque de manette, il manque de levier, là. Voilà, à part remettre de l'argent. Mais là, est-ce qu'on remet de l'argent à chaque fois ou est-ce qu'on espère, en priant, en faisant brûler des lampions, que ça passe puis que l'inflation redescende? Les options sont relativement limitées. Émilie, Nicolas, Sébastien, rebonjour. Sébastien disait les prix à l'épicerie. Comme à Ottawa, l'opposition Québec solidaire veut inviter, c'est un mot poli, les dirigeants des bannières, des commerçants pour venir en commission parlementaire. Mais ça peut être un exutoire pour la colère, mais le gouvernement du Québec n'a pas le monopole, n'a pas le contrôle sur le prix des aliments, là, Émilie. Non, il n'y a pas le contrôle sur le prix des aliments. À Ottawa, il y a certains leviers, et c'est pour ça que le NPD faisait ça d'ailleurs. Il y a certains leviers qu'ils pourraient faire pour essayer de forcément créer une attention politique plus grande sur la part des profits de certaines compagnies, notamment dans le secteur alimentaire, qui ont augmenté dans la dernière année. Et comprendre que l'inflation, c'est pas juste les taux d'intérêt, des choses hors de notre contrôle, la guerre en Ukraine. C'est aussi que dans plusieurs secteurs, la portion des profits des grandes compagnies a augmenté. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la réglementation qui peut être fait pour ça? Mais si ce sont des outils qui existent, ce sont des outils qui existent beaucoup plus au niveau d'Ottawa. Et même au niveau du NPD, ça a été très difficile de se faire entendre là-dessus. Mais ça fait partie du discours qu'ils ont amené à Ottawa qu'on n'entend pas pour l'instant trop à Québec, c'est-à-dire essayer de réfléchir à la cause de l'inflation plutôt que de seulement dire l'inflation est là, l'inflation est difficile, comme si l'inflation était une espèce de plaie d'Égypte hors de notre contrôle. Ça nous ramène quand même à... Puis on le voit depuis aussi longtemps que je me souvienne que je surveille la politique et avant... Ce concours, cette chasse à être à l'affût de ce qui touche les citoyens. Quand, autrefois, dans les débats, on demandait le prix d'une pinte de lait, est-ce que vous savez, êtes-vous conscient? Quand on a demandé à M. Legault le prix d'un logement, à l'époque, M. Couillard, qui s'était fait prendre aussi pour l'épicerie lors d'une campagne électorale, peut-être qu'ils n'ont pas de solution, mais les gens veulent avoir l'impression qu'ils savent ce qui se passe dans la vie de tous les jours aussi, Sébastien, là. Oui, et c'est pas pour rien qu'en fin de semaine, François Legault, vous avez montré un extrait de sa publication Facebook, mais il a publié une photo de famille de décembre 1965 avec sa mère. Ah oui. Voilà, la voilà, Noël, donc 65, en disant « Ma mère avait des enveloppes pour l'épicerie, pour l'hypothèque, pour la quête du dimanche à l'église aussi. » Sous-entendu, je viens d'un milieu modeste où on avait de la difficulté à boucler les fins de mois, et je vous comprends. Donc, on est exactement dans ce thème-là de dire, même si je suis millionnaire, parce que François Legault est devenu millionnaire avec Air Transat, mais on comprend qu'il a bâti cette compagnie, puis tout le mérite lui revient, mais même si je suis millionnaire, même si je suis premier ministre, je suis toujours en contact avec cette réalité-là. C'est ça. Et je combats l'idée que veut vous implanter dans le cerveau Gabriel Nadeau-Dubois, que je suis déconnecté de cette réalité. Et
je bascule, Dimitri, parce que c'est exactement le même processus au fédéral. M. Poilievre, qui depuis le début, mais encore plus, accélère ses attaques, et M. Trudeau est décrit comme un prince qui voyage dans les 8 étoiles, alors que lui comprend le peuple canadien. Il y a un congrès important qui commence à Québec jeudi soir. Ça va être en toile de fond, j'imagine, là. Oui, et je pense que ce congrès pour les troupes conservatrices, d'abord et avant tout, devrait devenir le congrès pour la préparation des prochaines élections. En même temps, vous avez déjà été à plusieurs congrès conservateurs, Patrice. Vous savez, quand il n'y a pas une course à la chefferie, c'est les résolutions qui peuvent devenir l'épicentre de toute l'attention. Je vais noter quand même que j'en ai fait des congrès conservateurs, moi aussi, depuis les années 2000, et c'est la première fois, c'est le premier congrès conservateur que je vois qu'il n'y a pas une résolution sur l'avortement, Patrice. Donc, c'est quand même, ils ont réussi, les conservateurs, pour une fois, de se débarrasser de ce talon d'Achille. Cela étant dit, il y en a un autre. Il y aura des débats sur l'identité, par exemple, sur les transgenres. Est-ce qu'ils devraient pouvoir participer à des compétitions sportives avec des femmes? Est-ce qu'ils pouvaient, sur la question des salles de bain publiques, etc. Donc, on va voir comment ce congrès conservateur va évoluer cette fin de semaine qui s'en vient. C'est la question que je vous pose à vous trois. Est-ce que M. Poilievre a devant lui une plure de banane, parce que là, quand il reste dans l'économie, dans la vie chère, dans ce qui touche les gens, bon, ça semble porter. S'il va du côté du conservatisme plus social, alors je vous donne un seul exemple de ce que Dimitri avance, c'est la proposition 1268 du Parti conservateur qui sera débattue, donc, au Congrès qui commence jeudi soir. Un gouvernement conservateur protégera les enfants en interdisant les interventions médicales ou chirurgicales qui changent la vie des mineurs de moins de 18 ans pour traiter la confusion ou la dysphorie de genre. Bon, c'est un exemple. Dimitri, vous avez parlé aussi d'interdire des toilettes mixtes et encouragera un soutien positif en matière de santé mentale et physique pour tous les Canadiens qui souffrent de... Bon. Autrement dit, on ne leur veut pas de mal, mais on ne veut pas qu'avant 18 ans, ça arrive. Émilie, est-ce que là, vous croyez que ça va voler, entre guillemets, la vedette de ce congrès, que ces questions plus sociales? La raison pour laquelle je pense que ça peut être potentiellement très explosif, c'est parce que ce sont des propositions qui viennent en partie des États-Unis. Ce sont des sujets qui sont très, très à la mode au niveau des républicains depuis plusieurs années. Il y a une foule de lois qui ont été adoptées ou qui sont en voie d'être adoptées sur ces questions-là dans plusieurs États américains, particulièrement dans le Sud, mais un peu partout. Et c'est sûr que ça fait beaucoup les manchettes aux États-Unis. C'est pas un hasard que ça arrive comme ça dans le Parti conservateur du Canada, alors que c'est les débats qu'on a aux États-Unis. Ce sont des questions qui sont extrêmement divisives parce qu'il y a encore aujourd'hui la plupart des Canadiens qui ne connaissent pas dans leur vie de tous les jours au quotidien une personne trans, une personne non-binaire. Pour la plupart des gens, c'est des questions abstraites auxquelles ils réfléchissent un peu parce comme sur des questions très peu nombreuses. Donc, c'est un fait. C'est ça, exactement. Il y en a qui sont aussi pas affichés, disons, encore, pour un ensemble de raisons. Et ce que ça crée, c'est un débat où il y a beaucoup de gens qui se font une opinion, mais qui maîtrisent pas ces enjeux-là. Ouais. Et c'est des enjeux de droits humains, c'est des enjeux qui touchent des minorités. Donc, ça a le potentiel d'être très explosif, et on le voit déjà aux États-Unis, c'est déjà explosif, et c'est ce scénario-là qu'on est en train d'importer au Canada en ce moment. Dimitri, je vais vous donner la parole après, mais Sébastien, avant... oui, importation des États-Unis, puis une espèce de décalage entre, dans la réalité, l'espace que ça occupe. Oui, il y a eu Mix... c'est quoi son nom? Mix Martine la semaine dernière, mais c'est une sur 16 000 enseignantes. Disproportion, donc, peut-être entre la place que ça occupe aux États-Unis, en Floride, et la place réelle que ça occupe. C'est quand même étonnant, Sébastien, ici, là, plus au nord. Oui, puis est-ce que ça devient un talon d'Achille pour Pierre Poilievre dans ses politiques, dans la séduction qu'il essaie de faire des électeurs canadiens? Je me questionne. C'est-à-dire, dans sa base électorale de l'Ouest, probablement, il n'y a pas d'effet. Au Québec, oui, on sourcille un peu quand on lit ce genre de résolution. Il s'agira de voir si elles sont adoptées ou pas, si M. Poilievre les endosse ou pas, et ainsi de suite. L'Ontario, peut-être que Dimitri pourra nous dire si ça percole un peu plus en Ontario, ou quelle serait la réaction de l'Ontario, où en principe cette élection fédérale va se gagner ou se perdre. Cela étant dit, moi, ma question, c'est est-ce que vraiment
ça lui nuit? Est-ce que c'est plus important que la volonté de changement en ce moment exprimée par les électeurs canadiens? On sent comme une espèce de fatigue du gouvernement Trudeau. Qu'est-ce qui est prépondérant? Est-ce que c'est quand les gens votent, est-ce qu'ils vont refuser de voter pour Pierre Poilievre à cause de ce conservatisme social ou ils vont voter pour Pierre Poilievre parce qu'ils ont une volonté de changement de gouvernement après les années Trudeau? Alors, dans la balance des arguments pour voter pour ou pour voter contre un parti, qu'est-ce qui est prépondérant? Je pense qu'en ce moment, la volonté de changement est plus forte qu'à peu près tout. On verra, en fait, Dimitri, la clé, c'est jusqu'où cette défense des valeurs traditionnelles, appelons ça comme ça, va aller. Parce que toutes les résolutions ne sont pas les mêmes, Dimitri. Tout à fait. Il y a des résolutions économiques, il y a des résolutions sur la défense nationale, mais je veux revenir sur ce qu'a dit Sébastien. C'est vrai que dans les gros centres-villes comme Montréal, Toronto, ce type de débat ne porte pas fruit pour les conservateurs. Mais quand on se retrouve en banlieue, dans le 905, quand on se retrouve en région, au Québec, le débat sur l'identité, par exemple les toilettes mixtes, par exemple, est-ce que les transgenres devraient participer dans des compétitions sportives contre d'autres femmes? Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont ouverts à cette conversation, ce débat, et disent, bien, peut-être qu'on devrait en parler davantage. Je vous dirais, Patrice, j'ai lu toutes les résolutions. Je préfère ce congrès conservateur que les congrès que j'ai faits où à chaque fois on parlait d'avortement. Donc vous dites, Dimitri, ce qu'il a devant lui est moins dangereux. C'est plus facile de manœuvrer avec les résolutions qu'il a devant lui. Beaucoup plus facile qu'à l'époque de Stephen Harper, Andrew Scheer et Aaron O'Toole. Et je vais conclure en disant, Pierre Poilievre a dit, j'ai pas encore eu la chance de lire toutes ces résolutions. Je vais les prendre en considération pour ma plateforme électorale. Donc, peu importe ce que les membres vont voter, c'est lui qui va trancher en bout de ligne pour dire oui ou non, ça ne sera pas ou ça ne va pas se retrouver dans la plateforme électorale conservatrice. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que même s'il les exclut, que le Parti libéral du Canada ne va pas tirer profit sur certaines de ces résolutions. Oui, c'est ça. Le débat ne fait que commencer. Émilie, donc, Dimitri plaide, êtes-vous d'accord? C'est, entre guillemets, c'est moins dangereux que les propositions qu'il y avait à l'époque sur l'avortement. Mais c'est parce que ça dépend ce qu'on veut dire par dangereux. Si on parle en termes de calcul politique, de calcul électoral, on l'a vu, il y a certains sondages qui ont été publiés dans les derniers jours sur ces questions-là parce qu'il y a des règlements qui ont été adoptés au niveau des ministres de l'Éducation au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, pour limiter les droits des enfants trans non-binaires déjà. L'Ontario est en train de considérer faire la même chose. Donc, la question est lancée au niveau provincial, encore une fois, par des gouvernements conservateurs provinciaux, en imitation un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, Pierre Poilievre saute un peu sur cette occasion-là. Il s'est déjà mis dans la mêlée avant l'annonce de ces résolutions-là, ou du moins le débat sur les résolutions précises qui vont avoir lieu dans le Parti conservateur. Ceci dit, c'est dangereux pour les parents et les familles des enfants trans et des enfants non-binaires. Il y a une grosse différence entre parler de ce qui est dangereux au niveau électoral et ce qui est dangereux dans l'absolu au niveau éthique. Vous dites, c'est ça, c'est pas parce il faut faire cette distinction-là dans la manière dont tu utilises le mot dangereux. Je pense que c'est important de le faire. Très bien, bien vous l'avez fait. Émilie, Dimitri, Sébastien, merci beaucoup. Faites du travail, d'avoir été là, fidèle au poste. C'est noté. Salut, à bientôt. Bonne soirée. Salut, Patrice. Merci.